Alors, je voudrais, dans cet exposé, vous parler très simplement, à partir de deux textes précis, de deux aspects de la cosmologie néoplatonicienne à la fin de l'Antiquité, en comparant la présence chez Simplicius de ce que j'appellerais un modèle platonicien et, d'autre part, d'un modèle issu des oracles chaldéens. Cet exposé doctrinal qui essaiera de retracer deux grandes représentations de la structure du monde. Cet exposé doctrinal me permettra aussi de vous proposer quelques réflexions sur des questions herméneutiques. En effet, en liaison avec la préoccupation intellectuelle qui va être la nôtre pendant plusieurs années, avec Jean-Marc Narbonne et plusieurs d'entre vous, qui est celle de l'histoire de la théologie comme science, il m'a semblé très intéressant, à partir de l'examen d'un dossier, de montrer à quel point il ne faut pas avoir une vision fixe de ce que nous considérons comme les dogmes néoplatoniciens, mais l'interprétation des textes doit tenir le plus grand compte des contextes exégétiques, des genres littéraires, de manière à apprécier je dirais, la situation pragmatique de chacune des affirmations qu'un philosophe comme Simplicius, je prendrai cet exemple, peut faire. Alors, je comparerai donc deux grands textes qui sont relatifs à la structure du cosmos. L'un se trouve dans le commentaire au Décaëlo d'Aristote. Il se trouve dans l'édition Heiberg, c'est-à-dire dans l'édition des Commentaria in Aristotelem Greca, volume 7, aux pages 92-97, et l'autre se trouve dans le commentaire à la physique, dans ce qu'il est convenu d'appeler le Corollarium des Locaux. C'est un texte qui commence à la page 611 de l'édition d'Ils, et qui occupe à peu près 7 pages. Mais vous savez que ces pages des Commentaria in Aristotelem Greca sont particulièrement denses, pages 611 à 618. Dans les deux cas, il s'agit de digressions qui marquent une rupture forte par rapport au rythme du commentaire continu. Et ces digressions prennent l'allure de véritables dissertations monographiques portant pour la première sur le caractère engendré ou inengendré du monde, et pour la seconde sur la définition du lieu, je n'ose dire de l'espace, puisqu'il s'agit du concept grec de topos. La comparaison de ces deux textes va nous permettre de montrer la souplesse doctrinale dont est capable un philosophe néoplatonicien lorsqu'il s'agit d'offrir, dans des contextes différents, un panorama complet de la réalité, et notamment un panorama de la structure du cosmos pris dans sa dépendance par rapport aux principes transcendants. Cette comparaison révèle un modus philosophandi extrêmement intéressant, très différent de la représentation que l'on pourrait se faire d'une doctrine stable et hiératique, gravée dans le marbre en quelque sorte, et elle confirme qu'il convient avant tout de prendre en considération le contexte singulier qui est à la fois exégétique et polémique dans le cas de ces deux textes, contexte dans lequel se situe l'ensemble des propositions considérées. Alors, un point d'histoire, dans le cas du commentaire au Décaëlo, le contexte polémique est très clair. Il s'agit, pour Simplicius notamment, de réfuter l'interprétation à ses yeux littéraliste du Timée qui est proposée par Jean Philopon, c'est-à-dire de lutter contre une interprétation que je n'ose appeler créationniste, mais quand même du cosmos, qui prend à la lettre
le texte de Platon et affirme que le monde est né gégonen. C'est le but fondamental de Simplicius qui s'appuie sur la doctrine de Proclus. Dans le deuxième texte que j'évoquerai, il s'agit d'une polémique interne à l'école néoplatonicienne et d'une discussion dialectique opposant Simplicius à Proclus. Donc, dans les deux cas, la digression est animée, si vous voulez, par une volonté de réfutation. Grave et extrêmement polémique lorsqu'il s'agit de réfuter le chrétien Jean Philopon, plus courtoise, plus respectueuse lorsqu'il s'agit de discuter avec son grand prédécesseur qu'est Proclus. Alors, avant d'entrer dans le détail, il faut rappeler que la lecture et l'examen, la lecture des textes autoritatifs et l'examen des questions philosophiques dans un commentaire néoplatonicien ne doivent pas être dissociés d'un certain nombre de paramètres herméneutiques généraux. Tout d'abord, la place du traité dans l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote, ce qu'on appelle techniquement taxis tes anagnoseos. La place du traité dans l'ordre de lecture, en liaison avec d'autres questions préliminaires, comme la question du skopos, régit véritablement l'ensemble du commentaire. Dans le cas du traité du ciel, je l'ai montré ailleurs, Jean-Marc Narbonne l'a rappelé, la question fondamentale est celle de l'harmonisation avec le Timée. C'est-à-dire que l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote et de Platon est fondé sur une structure assez complexe qui fait se correspondre traité aristotélicien et dialogue platonicien. Dans le domaine de la physique et de la cosmologie, il y a une liaison extrêmement forte entre le décaélo et le Timée, ce qui évidemment conduit immédiatement à relativiser ou à déminer en quelque sorte les critiques antiplatoniciennes que l'on trouve dans le traité d'Aristote et à promouvoir une harmonie, une symphonia entre le décaélo et le Timée, et notamment cela conduit à lire le décaélo à partir du grand schème du Timée qui est dominé par la figure du démiurge assimilé à l'intellect démiurgique depuis Proclus et avant même Proclus. Ça, c'est le premier point. L'autre paramètre herméneutique extrêmement important, je viens de prononcer ce mot grec, c'est le principe de la symphonia, le principe de l'harmonie entre les autorités philosophiques. C'est un principe très ancien dans l'histoire de la philosophie antique. On peut le faire remonter à Antiochus d'Ascalon. On sait que l'œuvre de Cicéron est en partie animée par ce point de vue, mais c'est véritablement après Plotin, à partir de la pensée, de la philosophie de Porphyre et de Jamblique, que s'installe dans la philosophie de tradition gréco-romaine un idéal de symphonia qui, du point de vue social, sociologique, est lié aussi au fait que la pluralité des écoles philosophiques disparaît à partir du IIIe siècle jusqu'à, un régime qui est un régime de pensée unique, puisque la philosophie néoplatonicienne devient la philosophie tout court. Alors dans ce cadre, qui est un cadre institutionnel en grande partie, à la fois intellectuel et institutionnel, est promu un principe formalisé au Ve siècle par le maître de Proclus, Syrianus, qui est le principe de l'harmonie, la symphonia de Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles chaldéiques. Aristote étant lui aussi en quelque sorte pris dans cette boucle, si vous voulez, grâce à un principe subsidiaire et tout à fait cohérent qui est celui de l'harmonisation d'Aristote et de Platon. C'est-à-dire que la lecture des textes, cela a été très bien étudié par divers auteurs, je pense à des travaux de Pyrado, du père Saffray et de beaucoup d'autres auteurs, la lecture des textes est régie par une sorte de topographie qui consiste à distinguer très clairement entre la lettre, l'alexis, et d'autre part le sens profond, nous, donnant lieu à un exposé théorique appelé une exégèse doctrinale, théoria, au niveau de laquelle l'on peut construire au prix d'acrobatie exégétique
une harmonisation parfaite. Dans les deux cas qui nous occupent, dans ces deux textes, nous voyons en quelque sorte de manière, je dirais presque paradigmatique, réaliser le principe de l'harmonisation de Platon et d'Aristote d'une part, et d'autre part le principe de l'harmonisation de toute la démarche philosophique avec une autorité révélée qui est l'autorité des oracles chaldéiques. Alors, un mot avant d'entrer dans le vif du sujet sur les oracles chaldéiques. Les oracles chaldéiques sont une collection de textes qui nous sont parvenus sous une forme fragmentaire. À peu près 200 fragments, parfois réduits à un seul vers, parfois un petit peu plus long, en hexamètres dactyliques de type homérique, qui cultivent à la fois la forme littéraire obscure, qui correspond à partir de la fin de l'Antiquité et dans toute la période byzantine à un véritable idéal esthétique, dont l'obscurité est évidemment un point d'appui extraordinaire pour la virtuosité exégétique, et les oracles chaldéiques, sous une forme obscure, semblent bien résumer un certain état de l'exégèse médio-platonicienne du Timée, avec des éléments doctrinaux qui font penser, par exemple, à la distinction des deux intellects divins chez Numénius. C'est un exemple parmi d'autres. Les oracles chaldéiques sont censés avoir été constitués, mis par écrit, à l'époque de l'empereur Marc Aurèle, par de Théurge, Julien père et fils, et selon l'interprétation très controversée d'un texte de Psellos au XIe siècle, il pourrait s'agir de la transcription de réponses données par l'âme de Platon, interrogée en quelque sorte selon une technique médiumnique. Je laisse de côté cette question très, très intéressante, mais qui n'est pas mon sujet. Le point important est que dans le contexte qui est bien connu des historiens de la culture, des historiens de la philosophie, d'une compétition croissante entre christianisme et tradition philosophique gréco-romaine dans les siècles de l'Empire, et notamment à partir du IIe, IIIe siècle, compétition qui se marque par la promotion d'un concept proprement philosophique de la foi, par la constitution de corpus autoritatifs ayant le statut de livre sacré, annonçant en quelque sorte les auctoritates du Moyen-Âge. Un point de convergence et de compétition majeure est représenté par les oracles chaldéiques que l'on a souvent considérés comme une véritable Bible des néoplatoniciens. C'est-à-dire que les oracles sont censés être des propos tenus par les dieux eux-mêmes sur la nature des dieux et sur l'ordre du monde. Ce sera l'objet de la deuxième partie de l'exposé. Et du coup, une partie de l'activité philosophique consiste à mettre en harmonie la raison philosophique démonstrative, c'est-à-dire tout ce que la démarche apodictique au contact des textes philosophiques peut produire comme théorie, avec le contenu d'une vérité révélée d'ordre transcendant. Dans le même temps, les textes philosophiques eux-mêmes, traités d'Aristote, dialogue de Platon, je ne parle même pas des œuvres pythagoriciennes, reçoivent en quelque sorte le statut, l'autorité, eux aussi, de textes révélés. Nous sommes donc dans un climat intellectuel fort différent de celui de l'Antiquité classique, dans lequel, lorsque vous lisez Platon, lorsque vous lisez Aristote, et plus encore lorsque vous lisez les oracles chaldéiques, vous avez affaire à des textes d'origine transcendante. L'âme Platon est Theiotatos, il est suprêmement divin, et les dialogues de Platon sont des textes révélés. Alors ça, c'est le contexte général. Dans la digression du Décaëlo, dont je vais vous parler à présent, comme dans ce que l'on appelle depuis Hermandis le corollarium
des locaux. Ce dont il est question, c'est donc, d'une part, de l'harmonisation entre deux doctrines philosophiques qui semblent être des doctrines d'origine, au fond, transcendante, s'agissant notamment de Platon. Et dans le deuxième cas, il s'agit d'une mise en relation, si vous voulez, de la rationalité philosophique et d'un oracle dont vous verrez qu'il est particulièrement obscur. Alors venons-en à mon premier document. Dans le premier texte, c'est-à-dire le texte du commentaire sur le ciel, aux pages 92 à 97 de l'édition Heiberg, Simplicius décrit l'harmonie d'Aristote et de Platon sur une question de cosmologie essentielle qui va le conduire à faire fondamentalement deux choses. Premièrement, situer l'apparition du cosmos dans le cadre général de la procession néoplatonicienne. C'est-à-dire que tout son exposé tend à montrer que le monde est, au sein du monde, la partie la plus divine de celui-ci, c'est-à-dire le ciel, sont en dépendance par rapport au paradigme intelligible. Et on voit tout de suite que l'ombre portée du Timée se projette sur la lecture du Décaëlo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cela le conduit à nous proposer une structure du monde qui situe dans un ordre hiérarchique inspiré par Aristote, mais qui théologise davantage encore le Décaëlo, situé dans une structure hiérarchique, le ciel transcendant et le monde sublunaire. On a donc, si vous voulez, un système à plusieurs termes, paradigme intelligible, ciel, monde sublunaire. Dans le deuxième texte, nous verrons se modifier considérablement ce schéma, difficilement compatible avec le schéma du Décaëlo, et c'est tout le but vers lequel je me dirige. Alors, je vous parle maintenant du premier texte. Vous le savez, le livre 1 du Décaëlo établit l'existence d'un corps premier dont Aristote démontre qu'il est inengendré et incorruptible, agénéton kai aftarton, tandis que le Timée contient l'affirmation selon laquelle le monde est né, gégonen en Timée 28b8. Le démiurge lui-même étant qualifié par Platon de père, pater, en Timée 28c2-4. Si l'on suit la lettre des textes, il semble qu'il y ait sur ce point doctrinal tout à fait crucial une contradiction flagrante entre les deux philosophes. Mais, conformément au principe selon lequel Platon et Aristote ne peuvent se contredire, la tâche du bon exégète est de mettre en évidence, en deçà de la lettre et au niveau même du sens, c'est-à-dire du nous, la symphonia des philosophes. Simplicius, dans la digression du commentaire au Décaëlo, va donc distinguer deux sens de l'expression grecque to gynomenon, ce qui devient, ce qui naît, et va faire apparaître clairement selon quelle signification du terme gynomenon repose le discours d'Aristote, quelle acception il refuse d'attribuer au ciel, ce qui nous permettra ainsi de comprendre, et je cite, en quel sens Platon affirme que l'univers est engendré tandis qu'Aristote affirme qu'il est inengendré, sans qu'ils se contredisent l'un l'autre. Huc enantioumenoi pros allelus. Alors, pour faire cela, Simplicius procède à une néoplatonisation conjointe de Platon et d'Aristote. Et dans la digression, il nous offre un panorama complet de la réalité qui permet de faire apparaître le monde. Alors, je vais aller immédiatement à l'essentiel de manière très simple. Le monde est à la fois génétos, engendré, en tant qu'il procède à partir d'une cause, en tant qu'il procède à partir de causes transcendantes, nous allons voir quel est l'exposé, et il est agénétos, en tant que l'on parle du ciel, Uranos, et que celui-ci est considéré comme
transcendant par rapport au monde sublunaire. Alors l'exposé de Simplicius est tout à fait magnifique parce que c'est un exposé qui révèle l'utilisation par lui d'un art proclien d'exposition. Le texte de Simplicius montre en lui, si vous voulez, un disciple de Proclus bien plus que de son maître Damasius. Il présente en effet un exposé extrêmement simple de la réalité, qui n'a rien à voir avec la complexité que l'on peut trouver dans le traité de Damasius sur les premiers principes ou dans le commentaire de Damasius sur le Parménide, mais à la manière des corollaires de Proclus dans les éléments de théologie, il expose tout simplement 4 niveaux de réalité, c'est-à-dire l'un absolu, le niveau de l'intelligible, le niveau de l'âme, le niveau du corps. C'est un exposé qui est, d'une certaine manière, à la fois un résumé de l'essentiel des doctrines néoplatoniciennes, mais qui peut également être lu comme une sorte d'introduction pédagogique. Alors, une petite note en bas de page. C'est un exemple absolument magnifique de la prudence herméneutique qu'il faut avoir en lisant les textes néoplatoniciens. Parce que quelqu'un qui lirait naïvement ce genre de texte pourrait en conclure que l'on a chez Simplicius une sorte de retour à une simplicité du système néoplatonicien, une sorte de retour à la pensée de Plotin, par exemple. Mais ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit simplement d'une épure, d'un panorama réduit aux articulations essentielles qui ne préjuge en rien de l'adhésion profonde de Simplicius au dernier système néoplatonicien. Alors, je vais parcourir les choses assez rapidement, évidemment. Il décrit un premier niveau de réalité qui est l'un absolu, la première cause de toute chose, qui, nous dit-il, est la seule réalité absolument inengendrée. La seule réalité absolument inengendrée, kurios ageneton, c'est la cause première de toute chose, qui est à la fois une et absolument simple, puisque toute chose participe de l'un et que ce qui ne participe pas de lui n'est rien. Allusion à la première proposition des éléments de théologie de Proclus. L'un n'indique pas la pluralité, il est anemphaton tout plétus, puisque au sens propre il est un. Alors tous ceux qui connaissent la pensée de Damasius notamment sont frappés par le fait que Simplicius ne fait aucune allusion aux raffinements extrêmes qui sont ceux de l'énologie de Damasius, et notamment il n'y a aucune allusion à la distinction entre un premier principe absolument ineffable et d'autre part un principe qui est le hen panta pro panton, l'un tout avant toute chose. Le deuxième niveau de réalité correspond à l'unifié, to enomenon, dans la tradition de l'exégèse du Parménide. Il s'agit évidemment de l'un de la deuxième hypothèse du Parménide, qui est lui-même un transcendant. Mais dans l'exposé de Simplicius, il est purement et simplement assimilé à l'intelligible. Il est pluralité première, être premier, protos on, éternel, aionion. Il est l'intelligible et il correspond à l'autoconstitué, à l'autupostaton proclien. Troisième niveau de réalité, je suis malheureusement obligé d'aller très vite, vous imaginez que c'est plus compliqué que ça. Le troisième niveau de réalité, c'est l'âme. Contrairement à l'intellect qui est autupostaton, autoconstitué, l'âme est automotrice. Et nous avons là, si vous voulez, un texte assez long qui représente un condensé, un résumé de toute la psychologie néoplatonicienne, fondée notamment sur le Phèdre de Platon. L'âme est donc immédiatement antérieure au corps. Le quatrième niveau de réalité, c'est le corps. Et Simplicius, dans ce texte, propose une analyse métaphysique du corps, de la nature corporelle, somaticae fusis, au sommet de laquelle se situe ce qu'il appelle l'engendré au sens propre, to kurios geneton. Alors c'est ce texte que j'ai choisi de vous lire.
L'engendré, alors à propos de l'engendré au sens propre, à ce niveau même, ce qui est produit immédiatement à partir de l'être, parce que celui-ci est immobile et possède toujours la même disposition, aussi bien du point de vue de sa substance que de sa puissance et de son activité. Simplicius fait ici allusion au modèle intelligible du Timée. Cela donc doit demeurer toujours en train de devenir. Menein aei gynomenon. Alors vous voyez évidemment apparaître ici, je dirais, une description métaphysique du monde et du ciel. La sempiternité qui sera l'aidiotesse et non plus l'éternité, aion, la sempiternité du monde et du ciel, consiste pour le ciel qui est au kurios geneton à toujours demeurer en train de devenir. Menein aei gynomenon. Car l'être au sens propre est descendu dans le devenir et le toujours éternel, to aei, to aionion, est descendu dans le toujours temporel. On pourrait montrer qu'il s'agit ici d'une reprise de proposition des éléments de théologie de Proclus. Car la perfection et le caractère total de l'être, qui subsiste tout entier à la fois, ten tuontos teleioteta kai pantoteta, ten hama olen ufestosan, la réalité engendrée les reçoit partie par partie autant que cela lui est possible, en imitant la puissance infinie de l'être, au moyen de cette direction qui consiste pour lui à aller à l'infini. Autrement dit, Simplicius reprend ici une doctrine proclienne qui consiste à mettre en relation une apeiros dynamis, une puissance infinie, qui est la puissance infinie de l'être qui pour lui consiste à exister, doctrine des éléments de théologie. Il met cela en relation avec un ep apeiron qui correspond, si vous voulez, à la perpétuité temporelle qui est la sempiternité du monde et du ciel. Alors, le texte, qui est une grande complexité, comporte un éloge du ciel, c'est-à-dire de la partie divine du cosmos, qui est l'engendré au sens propre, puis toute une série de perfections du ciel sont déclinées. Le ciel ne se meut que du mouvement local, le mouvement circulaire est le mouvement parfait, le ciel est sempiternel, il est aidios, et non pas aionios, il est aidios, il n'y a de lui ni destruction, ni naissance, ni destruction, il est exempt de tous les types de changements, sauf peut-être l'aloiosis. Il y a là un point de doctrine extrêmement intéressant, il y a un certain type d'altération qui est possible dans le ciel, c'est l'altération qui correspond aux modifications des positions relatives des constellations et des planètes, qui sont le fondement philosophique de l'astrologie, et qui permettent évidemment d'expliquer les apotélesmata, c'est-à-dire les influences des planètes sur le monde sublunaire. Alors ce texte que je suis obligé de quitter, si vous voulez, se caractérise par l'élément suivant, c'est-à-dire qu'il réalise une synthèse presque parfaite entre la physique du traité du ciel, fondée sur la distinction entre ciel et monde sublunaire, et d'autre part le schéma, je dirais le schéma directeur du Timée. Et il propose par une sorte de mise entre parenthèses du niveau de l'âme et notamment de la doctrine de l'âme du monde, un système à trois termes, c'est-à-dire que vous avez le paradigme intelligible, le vivant en soi, au fond identifié à l'intellect démiurgique, qui est akinetos. Vous avez le ciel, au sens de corps divin, et comme je vous le disais, il y a une sorte de hyper-théologisation d'Aristote, le ciel, corps divin, qui est en mouvement, mais d'un mouvement sempiternel. Et puis, le troisième niveau est la région sublunaire. Autrement dit, le ciel aristotélicien, et je dois rappeler une chose qui est bien connue, c'est que vous n'avez absolument pas dans le Timée de Platon ce genre de doctrine. La doctrine de la séparation entre ciel et région sublunaire est une doctrine aristotélicienne totalement absorbée dans le néoplatonisme
depuis le traité 40 de Plotin, le ciel apparaît comme un intermédiaire, comme une médiation, un mésone entre le paradigme intelligible et la région sublunaire. C'est-à-dire que cet ordre de la réalité est structuré selon un schème typiquement néoplatonicien où vous avez deux extrêmes, deux acras et un terme intermédiaire, un mésone, et donc une parfaite continuité. Alors le deuxième texte dont je voudrais vous parler nous fait entrer dans un climat bien différent. Il s'agit ce que l'on appelle le Corollarium des locaux de Simplicius, qui est une dissertation qui occupe près de 45 pages dans l'édition des Commentaria in Aristotelem Greca. C'est un texte considérable, c'est un traité monographique présentant une histoire générale des théories de l'espace dans l'Antiquité. Depuis Platon, dont il est assez peu question, mais surtout d'Aristote à Damascius et à Simplicius lui-même. Ce texte converge vers une doctrine proprement néoplatonicienne du lieu, dont je ne vais pas parler ici, sinon pour vous dire que le lieu devient une sorte de lieutenant de l'un, c'est-à-dire un principe d'unité, le lieu avec le temps, avec le nombre, avec une mesure spécifique de la grandeur continue des corps, étant un principe d'unité, métron synagogon, mesure rassemblante, qui permet de dispenser aux réalités corporelles en cosmique et sublunaire les principes d'unité et de bien qui sont diffusés à partir de l'un et des énades. Voilà en gros l'idée. Et au cœur de ce traité, vous avez une polémique entre Proclus et Simplicius autour de l'interprétation d'un oracle chaldéique. C'est une affaire très complexe, mais dont les traits essentiels sont les suivants. Proclus a écrit un traité perdu, qui n'est connu que par les citations que donne Simplicius sur le lieu, qui part des prémices du livre 4 de la physique, c'est-à-dire de la fameuse quadripartition, où le lieu est soit la matière, soit la forme, soit la limite de l'enveloppant, soit l'extension, c'est-à-dire le diastéma, entre les limites de l'enveloppant. Et à partir des mêmes prémices qu'Aristote, il aboutit au terme d'une démarche proprement apodictique, qui est tout à fait dans l'esprit des éléments de physique, de l'elementatio physica. Il aboutit à une conclusion étrange, qui est que le lieu est une sphère de lumière pure, c'est un corps immatériel, immobile, indivisible, qu'il assimile à la lumière du livre 10 de la République. Et ce corps immatériel est pensé par Proclus en coïncidence stricte avec la sphère cosmique. C'est-à-dire que vous avez deux sphères corporelles qui se compénètrent, dont l'une est matérielle et plurielle, le cosmos, et l'autre immatérielle et une, principe d'unité, repère absolu, la lumière. Après avoir produit cette démonstration, donc de manière apodeiktikos, Proclus convoque deux confirmations, pistéis. D'une part, le livre 10 de la République de Platon. Et pour lui, ce qu'il démontre parallèlement, ultérieurement d'ailleurs, dans le commentaire sur la République, c'est la colonne de lumière de la République. Et l'autre confirmation, tirée des oracles chaldéiques, c'est un vers très étrange, qui est l'oracle 51 dans la collection de Desplaces, qui dit que la déesse Hécate, à partir de l'un de ses flancs, son flanc gauche, fait sortir l'âme du monde, qui anime, alors le vers grec c'est Arden empsychousa, Phaos pur aitera cosmos, c'est-à-dire animant de fond en comble la lumière, le feu, l'éther et les mondes.
C'est un hexamètre parfaitement obscur. Kroll, le premier éditeur des oracles chaldéiques à la fin du XIXe siècle, et le père Fessugière lui-même disent « on ne comprend rien, c'est totalement obscur ». Ce vers, par sa structure métrique, met en valeur le mot « phaos ». Et Proclus, qui s'y connaissait en matière de métrique, a immédiatement compris que phaos ne faisait pas système avec les trois autres termes. D'où une exégèse qui consiste à promouvoir la lumière par rapport à une triade, le feu, l'éther, les mondes. Pour Proclus, la lumière dont il est question dans le vers chaldéique correspond très exactement à la colonne de lumière de République 10. Vous reconnaissez là un très bel exemple de symphonia entre Platon et les oracles chaldéiques, et elle correspond exactement, à titre de confirmation transcendante, au résultat de sa propre démonstration scientifique, apodictique, disons, faisant du lieu, de l'espace, une sphère de lumière pure en coïncidence stricte avec la sphère cosmique. C'est ça le système. Et pour lui, cette lumière qui est un corps est aussi le lieu des apparitions divines, c'est-à-dire qu'elle permet de rendre compte des phénomènes théurgiques les plus essentiels, qui sont les phénomènes autoptiques d'apparition des dieux. Alors la discussion menée par Simplicius contre Proclus est une discussion extrêmement technique dont je vous épargne les détails parce que je vois le temps passer, et qui est un exemple extrêmement intéressant pour la psychologie intellectuelle néoplatonicienne, parce qu'on voit comment le commun respect à l'égard d'une parole révélée peut parfaitement s'accorder à un débat dialectique, post-mortem évidemment, parce que le pauvre Proclus ne pouvait pas répondre à Simplicius, mais d'un dissentiment très important sur l'interprétation. La question étant de savoir si cette lumière est ou non un corps. Dans le cadre de cette discussion, dans lequel je ne peux pas, en tout cas maintenant, entrer, Simplicius propose très sérieusement, et c'est un élément de doctrine qu'il réaffirme à d'autres endroits dans son œuvre, un schéma du monde qui n'a plus rien de platonicien et qui est le schéma suivant. Pour lui, les trois termes pur, aïter, kosmoi signifient, ça c'est un élément commun à l'exégèse néoplatonicienne, trois niveaux de la réalité, ce qu'on appelle l'empyrée, qui semble correspondre à la sphère des fixes. L'aïter, c'est le ciel supralunaire et notamment les planètes, essentiellement les planètes, c'est-à-dire tout ce qui est compris entre la sphère des fixes et, si vous voulez, l'orbe de la Lune. Et le mot kosmoi, dans le texte chaldéique, correspond à la région sublunaire. On a donc une structure triadique, trois niveaux de réalité. Je laisse de côté le fait que ça pose un problème énorme d'interprétation des oracles, parce que d'autres textes néoplatoniciens semblent nous dire que l'empyrée correspond à l'intelligible. Bon, là, je laisse ça de côté. Chez Simplicius, comme chez Proclus, dans les textes dont je vous parle, le pur correspond à la sphère des fixes. Alors vous avez donc ce système-là. La lumière correspond à une monade antérieure à une triade de nature cosmologique, fixe, planète, zone sublunaire, et Simplicius est confronté à l'intérieur même du corpus des oracles chaldéiques à un autre problème de symphonia, c'est qu'il y a un autre oracle, qui est l'oracle 57 dans la collection de Desplaces, qui enseigne de manière totalement mystérieuse que le Père a en quelque sorte soufflé, on a le verbe exonkosé à la aoriste, 7 firmaments, 7 stéréomata, hepta stéréomata. Le mot stéréoma est à peu près, est inconnu
de la tradition philosophique grecque. Et c'est un mot qui, dans les oracles chaldéiques, provient de la Septante. C'est le firmament, stéréoma, de la traduction grecque de la Genèse. Et cette notion de firmament est entrée par des médiations que nous ne connaissons pas dans la littérature chaldéique. Alors, notre pauvre Simplicius se trouve confronté à la nécessité de mettre en cohérence une triade chaldéique pure aïter kosmoi avec la représentation platonico-aristotélicienne. On y arrive plus ou moins, mais il faut aussi faire droit à une autre exigence d'harmonisation avec les 7 stéréomata. Alors le résultat, et je vais simplement vous donner le résultat parce que les textes sont longs et complexes, est le suivant. Au feu correspond un firmament. Vous avez ensuite 3 firmaments éthérés et 3 firmaments dits iliques, ce qui fait une série de 1 plus 3 plus 3. Ces firmaments sont des corps immatériels. Étant des corps immatériels, ils peuvent se compénétrer les uns les autres. Un passage assez long et complexe de Simplicius dans le Corollarium des Locaux s'interroge pour savoir à quelles conditions ces stéréomata peuvent être des sphères pleines, par opposition à ce qu'en grec on va appeler des voûtes, absides, ou des coupoles, kamaromata. Donc des sphères pleines, en coïncidence les unes avec les autres, se compénétrant les unes les autres, et organisées, donc selon cette structure, un firmament igné, 3 firmaments éthérés, 3 firmaments iliques. Et évidemment, vous imaginez qu'ils se chargent, eux, d'être de plus en plus matériels. Ainsi se trouve opérée une harmonisation entre un schéma d'origine philosophique platonico-aristotélicien, un premier oracle et un deuxième oracle qui est l'oracle 57. Et cela aboutit. Alors ce texte a énormément intéressé Richard Sorabji dans ses recherches sur la physique grecque et notamment dans ses recherches et dans ses analyses sur la doctrine de la compénétration des corps. C'est un texte extrêmement intéressant. Alors je vais conclure, si vous voulez, en vous lisant quelques lignes de Simplicius. Il n'y a rien d'absurde à ce qu'un corps s'étende à travers un autre corps, à ce que le corps immatériel s'étende à travers le corps matériel ou même à travers le corps immatériel. On pourra s'en convaincre sans doute à partir de ce que montre Proclus lui-même, mais surtout à partir de la tradition qui nous vient des dieux, ça c'est les oracles chaldéiques, puisqu'elle affirme que l'empyrée s'étend à travers l'éther à travers le monde matériel, et puisque toutes les triades et hebdomades intellectives qui occupent tout un rang fontanien et qui de ce fait exercent une domination sur l'empyrée, procèdent pourtant conjointement avec les mondes, parce que l'empyrée lui-même s'étend à travers toute chose. Alors, ça peut paraître extrêmement obscur, mais je voudrais donner simplement un élément de commentaire. Dans la structure que je viens de vous décrire, où vous avez une monade, la lumière, puis une triade, pure, aïter, kosmoi, puis une hebdomade avec les 7 stéréomata répartis en un firmament igné, 3 firmaments éthérés, 3 firmaments iliques, Simplicius voit la transcription dans la cosmologie d'une structure métaphysique qui est proprement, nous dirions, néoplatonicienne. C'est du Proclus pur sucre, parce que cela restitue au niveau de la procession des mondes la succession qui est la succession de la structure de l'intelligible et de l'intelligible intellectif régie par les triades, puis de l'intellectif régi par l'hebdomade.
Et tout le livre 5 de la théologie platonicienne de Proclus nous montre que les intellectifs ont une structure hebdomadique. Autrement dit, les arrière-mondes intelligibles et intellectifs sont triadiques, l'arrière-monde intellectif est hebdomadique, et cette structure, si vous voulez, se descend avec les mondes eux-mêmes et se retrouve dans on la reconnaît dans la cohérence construite par l'exégèse entre deux des oracles. Alors, si l'on voulait aller plus loin dans l'explication, je devrais faire intervenir évidemment d'autres entités qui sont notamment ce que les oracles chaldéiques appellent les télétarques. Les télétarques qui sont les maîtres des initiations, qui probablement dans la théurgie originelle correspondaient à des fonctions rituelles et qui ont été revêtues notamment dans l'exégèse proclienne d'interprétations métaphysiques et cosmologiques, si vous voulez. Donc les télétarques sont, si vous voulez, les entités, les puissances qui procèdent à ce type de dégression et à ce type d'organisation des mondes. Alors de tout cela, puis je vais m'arrêter maintenant parce que je vous ai donné simplement les idées générales et nous pourrions peut-être aller plus avant. De tout ça, il faudrait retenir l'idée suivante. C'est que, en fonction du contexte, à la fois polémique et exégétique, dans un cas, lecture conjointe du Timée et du Décaëlo. Dans l'autre cas, lecture globale de la cosmologie platonico-aristotélicienne et des oracles chaldéiques, nous voyons qu'un philosophe que nous aurions tendance à considérer comme ayant une pensée très stable, comme Simplicius, est tout à fait capable de proposer des types d'organisation du monde qu'au fond, il ne va pas véritablement chercher à mettre en correspondance l'une avec l'autre. Et il faut donc être extrêmement, extrêmement souple dans le type de lecture que l'on peut faire lorsque l'on cherche notamment à reconstituer la pensée de ce type d'auteur, parce que le genre littéraire du commentaire et les différentes situations qui sont des situations polémiques, dialectiques, des situations littéraires de digression, etc., gouvernent véritablement le type d'énoncé qui est proposé. Alors, je trouve que ces deux textes qui offrent des représentations très, au fond, assez différentes du cosmos, de ce point de vue-là, étaient intéressants à vous proposer. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience.